le monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est bien, ma tête le bien. Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et ce soir on vous parle de films à l'affiche. On est à Lyon, on est une équipe encore de 4, comme la semaine dernière. On est toujours en boys band puisque Bleu n'est pas là, mais on a switché puisque Nicolas n'est pas là, mais Mathéo est revenu. Mathéo, comment ça va ce soir ? Bah écoute, ça va super, hein. Moi la forme, en ce moment beaucoup de photos, je passe mon temps en manif, donc c'est un plaisir entre cinéma et manifestation pour faire des photos, c'est cool, je suis en forme, je suis content. On a Nathan ce soir aussi, comment ça va ? Bah ça va, trop hâte de parler de certains films, surtout d'un dont on va parler ce soir, donc ça va être un plaisir. Ça va être très sympa la programmation. Oui. Gaston est là également. Et bien toujours présent pour parler de 3 films qui sont très intéressants, chacun dans leur style, donc... Voilà, très content d'être ici. Voilà, et pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté encore l'émission sur The Fabelmans, on a décidé de faire des dédicaces en chaque début d'émission à nos auditeurs en fonction des données géographiques qu'on a sur les applications de podcast, voilà, des statistiques. Et donc ce soir, on vous fait une dédicace, des bisous à nos auditrices, auditeurs de Strasbourg. Voilà, bienvenue, bonjour à l'Alsace, coucou. Gaston, un mot sur Strasbourg, comme à ton habitude. Alors moi je connais pas très bien Strasbourg. Je suis même jamais allé, mais écoutez, grosse force à vous avec le Parlement européen, Kevin Gamero, le RC Strasbourg, enfin vraiment kiffez un peu votre vie à Strasbourg, où il fait 40 degrés l'été, moins 40 l'hiver, mais ça doit être votre kiff, donc kiffez bien votre vie à Strasbourg. Voilà, donc si vous voulez que votre équipe de foot passe dans le podcast AVC, envoyez-nous un DM sur Insta, puisqu'on fait un podcast cinéma et football avec Gaston, qui est chroniqueur aussi sur RFM, sur RMC. Ah bah je suis dans Rotten sans flamme, donc voilà, vous pouvez m'écouter toutes les semaines, là très mécontent évidemment du match du PSG, hein, on peut en parler. Mbappé doit-il quitter le PSG? Doit-il rejoindre le Real? Galtier, voilà, Galtier démission. Bon, voilà. Et sinon on parle de cinéma aussi ce soir. On va parler de cinéma, de gros morceaux, de 3 films, de gros poissons. Merci de m'introduire Nathan. Ce soir on parle de 3 films. On parle de The Whale, de Grand The Whale de Monsieur Aronofsky. On parle de Mon Crime de François Ozon et également de Women Talking de Sarah Polley. Donc une belle programmation. Je pense que ça va être sympa et on n'a pas vraiment échangé en amont des films, donc je sais pas ce que vous en pensez. Ça va être rigolo de le découvrir et puis en tout cas moi j'ai bien aimé. Et voilà, on y va, on attaque de suite avec The Whale, extrait de mon annonce de suite, The Whale. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz, I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. Et je vais vous faire le synopsis de The Whale de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Sadie Sink et Hong Chau. Donc Charlie, un homme qui vit seul, qui souffre d'obésité morbide depuis une dizaine d'années, depuis la mort de son compagnon, dans des circonstances qui vont être éclaircies au fur et à mesure du film, et tente de renouer avec sa fille de 17 ans, donc Ellie, qu'il n'a pas vue depuis l'âge de ses 8 ans. Ils vont se revoir dans l'appartement assez sombre de Charlie, appartement assez sombre dans lequel on va trouver de plus en plus, au fur et à mesure du film, de lumière et d'espoir. Très beau synopsis, Gaston. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est dur de pitcher le film parce qu'il y a une situation initiale, mais après on va en discuter. Le film est un huis clos, hein. Donc Nathan, est-ce que tu veux commencer à donner ton opinion sur le film ? Bah avec grand plaisir. Bah déjà retour de Darren Aronofsky, si je dis pas de bêtises, son dernier film c'était Mother, donc ça fait c'est ça, 2017. Exactement, ça fait un petit bout de temps. Et c'est un réal dont j'ai bouffé tous ses films. Et à part Noé, qui m'a laissé un peu plus de côté, mais où il explore encore un peu plus son gros côté religieux. J'avais beaucoup d'attentes de ce film, je pense, comme tout le monde autour de cette table et comme beaucoup Nicolas, mais qui n'a pas pu être là ce soir, donc je pense que je parlerai un peu en son nom parce que j'ai un peu échangé avec lui avant. Bref, et finalement, tu vois, vous voyez, c'était vraiment plein d'attentes que j'étais voir le film et je n'ai absolument pas été déçu, au contraire. J'ai jamais été autant bouleversé au cinéma et je pense à ce rarement. point ? Ah ouais. Okay. Mais au cinéma, ça c'est sûr, j'ai jamais été aussi bouleversé. Et tout court, je pense qu'il a bien sa place dans le top. Alors en fait, déjà,
on parle beaucoup d'originalité au cinéma. Est-ce qu'on arrive encore à traiter des sujets nouveaux? Bah là, Aronofsky a réussi le pari de parler d'un sujet qu'on n'a pas trop vu, c'est-à-dire l'obésité. C'est très rare de représenter des gens en obésité morbide à ce point-là dans un film, et il le fait très bien. Donc déjà, à partir de là, on sait qu'on va ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties. Je me suis rendu compte pendant le film que je tirais des expressions faciales que je n'avais jamais eues avant dans un film, c'est-à-dire du dégoût. C'est-à-dire que des fois, je me cachais, notamment les scènes d'hyperphagie, c'est-à-dire où en gros il fait des sandwichs de chips avec de la sauce algérienne, et en fait il le bouffe simplement pour genre bouffer. Il y a plus aucun plaisir gustatif ni rien, donc il y a vraiment des difficultés à regarder, et juste pour m'avoir fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties avant. Franchement, Monsieur Aronofsky, c'est très fort. Mis à part ça, sans mauvaise blague, le film est très très lourd, l'ambiance est tellement pesante, et ça passe aussi beaucoup par la mise en scène, par le fait que ce soit un huis clos, par la disposition de l'appartement. Le fait, il y a une scène que je trouve horrible où justement le personnage de Charlie est assis sur son canapé, et il y a sa fille qui fait des allers-retours dans son dos, et il essaie de se retourner pour lui parler, mais en fait il n'arrive pas à la voir, et juste ça, de se dire waouh, ah, c'est dur. Mais je pense qu'il y a des séquences qui sont littéralement atroces dans le film. Mais je vais vous laisser un peu élaborer vos avis, puis je pense qu'on rebondira dessus plutôt. Oui, parce que il y a des choses à dire sur le beaucoup. film. Mathéo, est-ce que tu veux en renchérir? Est-ce que tu veux donner ton opinion? Je pense que tu as bien aimé le film aussi. Hein. Je crois qu'on a tous aimé le film ici. Ouais. Hein. Oui, je crois qu'on a tous aimé le film. On va dire que je suis moins. J'ai pas adoré le film. Ouais, je l'ai trouvé vraiment très bon. Hein. Je suis moins extatique que toi, mais je l'ai trouvé vraiment très très bon. J'ai trouvé que la mise en scène était vraiment impressionnante. Pour le coup, Aronofsky a vraiment réussi à faire un film qui parle à travers l'image. Ouais, et je voulais parler justement de cette scène-là dont tu parles. C'est super difficile dans un huis clos de faire autant, donner du sens au déplacement des personnages, et il y a plein de séquences où juste par un petit déplacement d'un personnage ça donne beaucoup de sens. Bon, je vais pas me perdre dans des détails comme ça, mais j'ai rarement vu un film qui, avec si peu de temps pour ses personnages secondaires, leur donne autant de profondeur en fait. C'est ça que j'ai trouvé vraiment fort. Complètement. Parce que les sujets, on va revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de sujets, et ça on peut le mettre en parallèle, je trouve, avec le film dont on a parlé la semaine dernière, qui est Empire of Light. C'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués dans le film, mais qui sont pour le coup plutôt approfondis. Et là où dans pas mal de films grand public, gros blockbuster, on peut mettre l'homosexualité dedans, par exemple, sans que ça apporte quelque chose, là ça a un sens et c'est développé et c'est intéressant. Mais je dirais que c'est même au-delà de approfondi, c'est qu'en fait il va pas l'approfondir au sens propre d'approfondir en faisant un enjeu du film, mais il va en parler d'une manière, il va le traiter à travers l'image, à travers la représentation, et en fait ça va, nous en tant que spectateurs, on va l'assimiler, le comprendre dans le film, et du coup c'est intéressant parce que sans appuyer dessus, il va pas nous crier hey, regardez son amie elle est infirmière et elle galère dans son travail. Non, il va juste nous le montrer à travers le scénario, sans nous le forcer. Puis même ça marche très bien. Chaque personnage a un set de valeurs qui leur est propre, et ces valeurs vont s'affronter. Mais ouais, exactement. Et je trouve que du coup, en termes d'écriture, c'est très très bien, parce que déjà écrire un huis clos, c'est pas facile. Parce qu'en fait, il faut faire se déplacer l'action, puisque le film dure 2 heures. Donc, il faut se faire déplacer l'action pendant 2 heures, alors que le film ne bouge pas. Et justement, ça passe aussi beaucoup, comme Mathéo disait, par cette chorégraphie des personnages qui rentrent dans l'appartement, qui sortent, qui se succèdent en fait. Et finalement, Charlie est rarement seul dans le film, mais pourtant, il y a une forme de solitude qui arrive à peser. Et c'est très très fort. Ah ouais, complètement. Gaston, ton avis sur le film? Vous parliez de la thématique de l'homosexualité, mais justement là où Aronofsky est fort dans ce film, c'est qu'en fait c'est pas une thématique. Aronofsky traite cela comme il traiterait une relation hétérosexuelle. On parle pas de thématique de l'hétérosexualité dans un film. Oui, c'est vrai, rare, complètement, ça n'existe quasiment pas. C'est vrai. Ouais, c'est juste le personnage qui est homosexuel en fait. Le personnage est homosexuel. C'est pas une question. Je sais pas si ça change pas grand chose. Si, ça change quelque chose par rapport au truc religieux et tout, mais ouais. Dans la trame narrative, ça a son importance, mais ce n'est pas une thématique. Je ne trouve pas que c'est un film, par exemple, qu'on pourrait qualifier de film LGBT, même s'il me semble qu'il va peut-être passer au festival Écran Mixte, qui est un festival LGBT sur Lyon, mais c'est pas un film qui traite spécifiquement de thématiques LGBT. Il intègre effectivement cette thématique gay à son propos. J'avais vu des retours critiques sur le film un peu plus négatifs, qui l'accusaient un peu de sensationnalisme. Et je trouve pas du tout, en fait, le film n'est pas du tout dans cette idée d'absolument montrer
une bête, un monstre. On montre quelqu'un qui est dans une situation effectivement de maladie très très grave, puisqu'il pèse quand même 270 kilos. Et en même temps, le personnage de Charlie, c'est tellement plus que ça. Moi, j'ai vu le film avec Mathéo, on en a parlé à la fin du film. C'est un personnage très lumineux, c'est un personnage qui dégage beaucoup de choses, qui est très touchant dans son rapport aux autres, dans son rapport à sa fille. C'est un personnage qui évoque aussi un petit peu l'Amérique contemporaine, notamment avec le fait qu'il peut pas se faire soigner au début du film par manque de moyens. Donc c'est un film très très touchant. Et bon, alors évidemment, moi je voulais parler de la performance de Brendan Fraser. Beaucoup de monde en a parlé. Brendan Fraser, c'est pas du tout un habitué de ces films, des films d'auteur, puisque on le connaît essentiellement pour son rôle dans La Momie, je pense en France et puis même ailleurs. C'est les films qui ont marqué de Brendan Fraser, c'était plutôt ces films d'action un peu comiques dans les années 90 et tout ça. Et là, on le retrouve dans un rôle extrêmement dramatique. Et où il est très très bon, effectivement. On parlait d'un Oscar. Moi, j'étais un peu dubitatif au départ. Je me suis dit, est-ce que c'est encore un Oscar qui va sanctionner une performance justement un peu de transformation du corps oh là là, il interprète quelqu'un qui fait 270 kilos. En fait, non. C'est même pas pour ça, même si évidemment on sent que Brendan Fraser a beaucoup travaillé sur la manière de se déplacer, la manière de bouger, et où il est effectivement très crédible dans le rôle. Effectivement, on sent qu'il s'est fondu dans cette peau-là. Et en même temps, à côté, il a un jeu très très juste, très, très humain, très lumineux. À un moment dans le film, il dit les gens ne peuvent pas ne pas s'impliquer. Et c'est très très beau dans le film, parce que il y a vraiment une lueur d'espoir dans ce huis clos qui justement pourrait être extrêmement misérabiliste, extrêmement noir. Et qu'il l'est, hein, de temps en temps. C'est un film qui peut être sombre, qui peut être triste. Et effectivement, pareil, je pensais que c'était un film sur la solitude. C'est un homme solitaire, mais qui est quand même assez entouré, même dès le départ, avec le personnage de Liz, donc l'infirmière avec qui il est ami. Les personnages sont évidemment tous confrontés à cette obésité morbide. Et la manière dont, en fait, ils la traitent et la manière dont ça va influencer leur rapport avec le personnage de Charlie, en fait, dit beaucoup de choses sur eux. Donc c'est un film qui est très intéressant. C'est un film sur l'humain, en fait, sur la perception, sur les relations humaines, et du coup, c'est un film très très émouvant. Oui, alors complètement d'accord avec toi, Gaston. C'est un film effectivement très émouvant, très touchant. Pour donner un peu de contexte à ma séance et à l'expérience que j'ai eue du film, je suis allé le voir tout seul à Paris dans un MK2 tranquillement. Et à la fin du film, quand je suis sorti, ça m'a tellement bouleversé que j'ai erré dans les rues un petit moment à la tombée de la nuit, à l'heure bleue comme ça, à rêver de ce que je venais de voir et de la lumière aussi du film, puisque c'est très symbolique, hein, toute cette question de la lumière sans spoiler. Mais voilà, j'avais ces images en tête, ces moments, ces sensations, et ça m'a bouleversé complètement. The Whale, c'est un film que j'attendais pas forcément, j'attendais bien sûr parce que c'est Aronofsky, mais c'était pas le film que j'attendais le plus cette année, et on m'avait tellement dit The Whale, ça va être incroyable, notamment Nicolas qui n'est pas là, qui parlait beaucoup de The Whale en amont, que je savais pas vraiment quoi m'attendre, donc j'y suis allé comme ça en me disant bon bah c'est parti, on voit un film de Aronofsky, parce que je connais peu le réalisateur finalement. J'ai vu je crois juste Black Swan en fait, donc Nathan par contre lui est un grand connaisseur, on reviendra là-dessus après, mais non, on a parlé du huis clos un petit peu, et c'est un point sur lequel j'aimerais revenir. C'est un film qui est très 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 fort, parce que on reste quasiment tout le temps dans cet appartement, dans cette même pièce en fait, quasiment. C'est que principalement dans le salon qu'on voit dans la bande-annonce, qu'on voit dans les images du film, on reste vraiment là-dedans. Et un défaut que le film évite, mais vraiment, et il l'évite et il s'en sert finalement comme une qualité, c'est de ne pas tomber dans le théâtre filmé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui sont des huis clos, notamment des comédies ou autres, qui finalement se perdent dans une absence de mise en scène, parce que c'est dur de filmer dans une seule pièce, c'est dur de varier les points de vue, de réfléchir à la mise en scène, à travailler sur ce cadre-là. C'est pas évident de filmer aussi de point de vue technique dans une seule pièce qui peut être assez restreinte. Voilà, c'est compliqué, et on ne se lasse pas. Le film dure 2 heures. Alors je pense que c'est peut-être le seul défaut. Effectivement, il y a quand même quelques longueurs un petit peu, même si c'est tout intéressant et c'est la narration, hein, mais il y a quand même des longueurs un petit peu. Mais sinon, à part ça, je trouve que la construction est parfaite, que la mise en scène est très très forte, ce qui fait que on ne s'ennuie pas, même si le film se dure
tourne en rond dans cette pièce en fait, même si la narration évolue un petit peu, mais il tourne dans cette pièce tout le long du film. C'est très intéressant. C'est un film qui joue sur la lumière aussi. C'est un film qui est important. Matthew Libatic, c'est le directeur de la photographie de Aronofsky. Il a fait quasiment tous ses films, je crois, avec lui, si ce n'est tous ses films en fait. Et là, il le retrouve. C'est très très important parce que au-delà de la mise en scène, enfin de la photographie, de la couleur un peu bleue, qui est très, très intéressante et qui apporte un cachet esthétique au film, il y a un vrai travail de lumière et d'ombre qui va venir, mais alors complètement épouser les sensations, les sentiments, les états d'esprit des personnages à différents moments. Je pense à une scène vers la fin où la porte d'entrée s'ouvre, où la lumière inonde le personnage principal et à sa fille. C'est sublime. Voilà, j'ai plein de choses à dire sur le film. Je vais y revenir aussi en échangeant un petit peu avec Nathan, Mathéo et Gaston qui m'entourent. Mais non, c'est vraiment très très beau. Je vous encourage à aller voir The Whale. C'est un film aussi très surprenant, très tout à fait unique en fait dans son sujet et sa manière de le traiter. Donc vraiment, c'est pas une œuvre facile forcément, mais c'est très très intéressant et très fort. Nathan. Tu parlais de ta séance, donc je vais parler un peu de la mienne. J'étais allé voir avec 2 amis, Shinali et Naëla. Et à la fin du film, genre vraiment à la toute fin, quand les lumières même avant que les lumières se rallument, début du générique, il y a 6 ou 7 personnes qui éclatent en sanglots dans la salle. Du coup, ça c'est fort, ouais. mais vraiment hyper pathétique. C'est vraiment... fallait que ça sorte. Et du coup, je regarde Naëla qui était à ma droite, et puis on essayait de cacher qu'en fait, on est toujours en train de pleurer. Ah ouais. Du coup, genre, on n'osait pas se lever et tout. Puis quand la lumière se rallume, on se regarde un peu tous dans la salle, puis on voit que tout le monde était en pleurs ou avait eu les larmes aux yeux il y a pas longtemps. Et c'est là où je pense que je serais pas tout à fait d'accord avec toi, Gaston. Je pense que le film est extrêmement misérabiliste et pitoyable parce que justement, quand on regarde à quel point Charlie, qui est pourtant quelqu'un qui a si bon fond, qui est tellement positif et qui croit tellement, aussi dans la bande-annonce, du coup pas de spoil, mais quand il dit les gens sont formidables, les larmes aux yeux, alors qu'en fait tout autour de lui présage le contraire, surtout sa fille en fait qui est détestable, et que lui arrête pas de dire mais elle est formidable, elle est incroyable et tout, et il le dit avec les larmes aux yeux, avec tellement de fierté, sauf qu'en fait on a envie de dire mais pas trop en fait, elle a l'air assez démoniaque. C'est vraiment une question de regard, ce que tu dis Nathan, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le film qui sont vraiment positifs, que ce soit le personnage de Lise, que ce soit le personnage du prêcheur, même si au fur et à mesure du film, il va dévoiler des aspects plus négatifs de sa personnalité, ces 2 personnages qui sont dans l'aide immédiate bien sûr. envers Charlie. Ouais. Effectivement, sa fille, c'est un personnage un peu différent, mais il y a un passif entre eux, un passif qu'ils vont résoudre tout au long du film. Même son ex-femme, qu'on nous présentait comme un personnage négatif avant qu'il apparaisse. Elle est assez négative. Non, elle est... non, elle est plutôt positive, justement. Moi, j'allais rebondir là-dessus. Son ex-femme, c'est un personnage qui est plutôt positif. Les personnages ont des nuances. Hein. Ils sont très nuancés, et c'est pour ça que je trouve ça. En fait, les personnages sont nuancés, mais les personnages ne sont pas unanimement négatifs, et c'est là où il est intéressant, effectivement, ce film. On n'est pas du tout sur une question sur un rejet massif de Charlie. Et en fait, c'est un film qui montre que recréer des liens, c'est probablement le plus important, quelle que soit notre forme, quel que soit l'état avancé. Et en fait, on regrette même presque que Charlie attende d'être mourant pour renouer un peu plus avec son entourage et le monde alentour de lui, quoi. Complètement. J'ai pas dit qu'il était négatif, je dis qu'il était pitoyable. Franchement, je trouve que c'est le but du film, et c'est là mon prof a eu du mal avec le film parce qu'il trouvait justement que c'était beaucoup trop larmoyant, et je suis d'accord, et je trouve que c'est une qualité du film, et c'est un des rares films qui arrive à être larmoyant à ce que ce soit positif. C'est pas forcément du pathos après en bouteille, non? Moi je trouve que si. Pas, hein. Je trouve que les longs, mais après c'est normal en fait, les longs plans où il se lève et il traîne son bide et tout est montré. Oui, mais c'est un film sur l'obésité morbide. Ouais, mais c'est pas spectaculaire, mais il y a du pathos, mais c'est normal en fait. Quand Ouais. tu traînes un sujet comme ça, t'es obligé. Moi, je trouve que c'est même plus épique que pathétique. Ouais, alors pour le coup, il y a un gros truc épique dans le film, là-dessus je suis d'accord. Mais la scène de fin, elle est épique avec cette lumière divine qui tombe, avec la musique qui vient sublimer la tout. musique est très forte. Hein. C'est En incroyable. fait, il y a beaucoup de silence dans le film. Mais je pense qu'il y a un gros milieu du film sans musique, avec que des dialogues en fait. Des dialogues. Ça parle beaucoup, et la musique vient sublimer les moments Ouais, ça vient forts. entourer Ce qui tout. pourrait, en fait, ce qui est une approche assez classique et hollywoodienne de l'utilisation de la musique qui viendrait envoyer des sentiments. Et du coup, je te rejoins sur le pathos, parce que quand tu as cette musique qui monte à la fin, bien sûr, ça sert ça, mais
ça fonctionne. C'est Et vrai que moi, pas ça a été des trop moments appuyé. qui ont été un peu, où justement j'ai trouvé ça un peu appuyé, Ouais. la musique. Mais bon, c'est pas. Bon, Au après, début, ça, j'étais c'est- d'accord, mais en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé. Au début, j'ai trouvé qu'elle était très présente, puis au fur et à mesure, j'ai trouvé qu'elle s'effaçait un peu au profit des images. Ah, moi Ouais. j'ai trouvé que la fin est un peu. Mais elle revient à la fin, elle Oui, revient à la fin, quand elle revient, j'ai trouvé que c'était un peu trop la musique. Après, moi, ça a Après, fonctionné, c'est mon et avis, ça m'a laissé une impression Ouais, forte moi personnellement. aussi. Oui. Mais j'aimerais aussi revenir sur le rapport au corps, à la corporalité. C'est intéressant parce que déjà le film ne porte pas de jugement sur son personnage, qui est un personnage qui a clairement qui est en souffrance, qui est en obésité morbide, et en même temps on nous dit pas c'est mal. Non, on nous dit pas c'est mal. On Non, nous parce dit qu'on est tellement en empathie avec lui. non, c'est même pas ça, c'est qu'on on comprend pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. On comprend pourquoi est-ce que il est arrivé à cet état où il a du mal à marcher en fait. Il a vécu des choses tellement dures qu'il s'est après qu'il a pas réussi à relever, à remonter la pente. Et c'est très intéressant de voir ça. Et dans la manière de le filmer, c'est fort parce qu'on pourrait filmer ça comme une curiosité, comme quelque chose d'assez étrange, comme un monstre. Et c'est pas ce qu'on filme en fait. On le filme très bien, alors des fois avec douceur, des fois avec beaucoup plus de rigueur et on a des plans qui viennent choquer, qui viennent montrer l'état de santé complexe du personnage là, mais c'est toujours subtil et on parlait de la performance de Fraser. C'est fort parce qu'il en parlait en interview. Il a fait le tournage avec des prothèses très très lourdes et en fait du coup il a ressenti ce que c'était d'être une personne en obésité morbide et c'était très intéressant pour lui de voir ça parce que la performance elle est pas que dans disons la documentation en amont de ce que vit une personne dans cette situation là, elle est dans l'expérimentation aussi parce qu'il a ses prothèses et qu'il vit avec ce poids et que lui-même a du mal à marcher en fait avec ces prothèses là et c'est très intéressant je trouve de souligner ça. J'étais pas au courant de ça. Et même le titre est déceptif finalement parce que The Whale, c'est quasiment un piège en fait d'Aronofsky puisque il fait The Whale, on s'imagine que c'est le personnage de Brendan Fraser. Ça l'est partiellement, évidemment, le film s'appelle pas The Whale pour rien, mais il y a tout aussi un rapport avec une dissertation écrite sur Moby Dick qui va être un fil rouge dans le film. Ouais. Ah ouais, superbe. Très très beau fil rouge. Et en fait, The Whale, ça désigne aussi surtout cette dissertation, en fait, qui est une sorte d'espoir auquel Charlie se raccroche tout le temps. On comprend pas pourquoi, on le découvre à la fin du film, mais c'est très très beau. Et donc du coup, le film, en fait, au départ, même nous fait croire qu'il va être misérabiliste, qu'il va être sensationnaliste et tout, mais pour désamorcer tous ces effets-là et pour surprendre le spectateur finalement. C'est ça qui est intéressant. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Victor, en disant que le film ne porte pas de jugement sur le personnage, moi, un truc que j'ai trouvé très fort, c'est que dans l'ensemble, il ne porte pas de jugement, mais les dialogues, la parole, c'est les personnages, à part Lise, qui ne va pas lui porter de jugement a priori, mais qui est quand même vachement sur comment est-ce il faut quand même que tu bouges, etc. Et c'est quand même sa fille porte un jugement énorme. Tous les autres personnages portent des jugements très importants. Il demande est-ce que tu me trouves dégoûtant, est-ce que tu me trouves écœurant, oui, je crois, je sais plus le terme. Ouais, exact, c'est ça. C'est Oui, disgusting. mais les personnes, la parole dans le film constamment porte des jugements sur le personnage, mais l'image c'est ça. vient désamorcer. Ouais. Et c'est ce qui est très très fort parce que on pourrait justement s'attendre à ce que ce soit l'inverse. On pourrait s'attendre à ce que via l'image on soit dégoûté par le personnage et par les paroles ça vienne rattraper, mais en fait c'est presque l'inverse en fait. Le texte nous rappelle tout le temps qu'il est ce personnage dégoûtant. Alors vous avez pas été dégoûté? Moi, il m'a vraiment dégoûté. Ah oui, Non, non, mais moi, ce qui m'a dégoûté, c'est plus les comportements, c'est plus justement comme tu disais les phases Moi, les d'hyperphagie images, beaucoup moins. et où il commence à manger ses pots entiers de poulet et en fait il se fait livrer constamment de la nourriture et c'est beaucoup de boucles aussi dans l'écriture. Hein. C'est des journées qui s'écoulent. Hein. C'est une semaine. Tuesday, Wednesday, enfin c'est chaque jour de la semaine et les boucles se répètent en fait avec le livreur, avec plein de motifs. Ça fonctionne très bien. L'écriture est très très forte et l'écriture en fait, alors elle est forte dans bien sûr l'approche scénaristique, mais elle est forte aussi dans son évocation dans le film puisque le personnage est un professeur qui corrige des copies, des dissertations en fait. Et, oui, c'est un prof quoi. C'est un prof ça. en ligne. Non, mais c'est un prof d'écriture, un prof de lettres. Même Et- d'écriture plutôt. d'écriture en fait. Et c'est très très intéressant parce que le rapport à la langue et à l'écriture va être constamment sollicité. Et en fait, ça rappelle aussi que le film s'écrit au fur et à mesure avec cette approche des personnages et de la fille qui arrive. C'est très bien dit. Voilà, et finira par s'écrire aussi avec un beau texte sur la fin dont on ne parlera pas puisque Il faut garder le suspense. Voilà, mais allez le voir vraiment et
et voilà quoi. T'as parlé de bouleversé, moi j'ai été détruit à la fin de la séance. Alors- Et j'ai vraiment été littéralement détruit, j'ai mis du temps à m'en remettre. Bah, y a Je des pense que films ça qui m'ont- dépend des Ouais. gens aussi. Ouais, bien hein. sûr. Oui, mais il ça faut être dépend. au Moi, courant, j'ai c'est été pas un moins- film léger. Oui, mais c'est pas un film C'est pas un pessimiste. film C'est pas un film où tu sors en te disant ah le monde est horrible, je veux plus vivre en fait. Parce qu'il y a des Non, films c'est comme vrai, t'as ça raison. où c'est horrible en fait. Mais bon. T'as raison, c'est juste le destin du personnage Ouais. qui est tellement atroce. Mais par contre, c'est le genre de film où je sors de la séance et je me dis putain, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire une critique parce que c'est une très belle œuvre et qui je suis pour parler de ce film en fait parce que c'est superbe et tu peux analyser un film pendant des heures et dire plein de choses dessus mais tu pourras jamais supprimer l'expérience de salle, l'expérience de visionnage et juste apprécier une œuvre en tant qu'œuvre c'est déjà incroyable et moi le film m'a bouleversé donc en parler là ça me touche et en même temps c'est compliqué donc Gaston. Très inspirant aussi rapidement, c'est pas un film que sur l'obésité, effectivement on l'a un peu dit, c'est aussi un film sur la maladie mentale, c'est un film sur l'affiliation, c'est un film qui est très très intéressant dans son propos sur la dépression, pas la maladie mentale en fait, plutôt sur la dépression, c'est un film qui est très très intéressant sur son propos sur la dépression. Moi je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé aussi subtilement de ça au cinéma. After Sun. The Sun qui a pas du tout réussi à faire ça par exemple. The Sun c'est très bien, mais ça c'est autre chose. Bon The Whale c'est supérieur à The Sun hein, si on fait si on compare des tomates Si on fait des avec classements. des ananas, mais oui After Sun était très bon sur la dépression également de manière différente. Mais en tout cas des films très intéressants parce que un film très intimiste sur ce sujet-là, un film qui est écrit qui fait écho aussi à toutes nos souffrances, à tous nos traumas et qui peut faire du bien aussi, je pense, finalement, Ouais, paradoxalement. ouais, je suis d'accord. Bah c'est la catharsis par excellence. Ouais, complètement. Ben, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait parler encore une fois ce genre de film sur lequel on peut parler pendant vraiment longtemps, mais on va enchaîner sur la prochaine œuvre qui va être Mon crime de François Ozon, extrait de mon annonce de suite. Pour Mademoiselle Verdier. Quoi? Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. Cette robe de chambre. Eh bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal. Et je vais donc vous faire le synopsis de Mon crime de François Ozon avec Nadia Tereskevitz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Danny Boone, Fabrice Lucchini. Donc une grosse distribution pour une belle comédie française, ça faisait longtemps. Donc dans les années 30, Madeleine Verdier, une aspirante actrice, a un rendez-vous avec un producteur de théâtre très connu qui tente de la violer. Une heure après, il est retrouvé mort. Et Madeleine Verdier va être accusée du crime, mais de manière assez drôle avec son propre assentiment, puisqu'elle va en profiter pour lancer sa carrière et celle de sa colocataire avocate, qui va arguer de la légitime défense, puisque Madeleine a subi une agression sexuelle. Donc un synopsis qui peut paraître assez lourd, et qui en fait donne plutôt lieu à une comédie assez pimpante et assez enlevée, donc dans ces années 30 reconstituées pour l'occasion. Exactement, donc un film assez intéressant, on aura quand même des choses à en dire parce que c'est un film avec plusieurs parties, différentes constructions, beaucoup de thématiques et de choses à aborder. Gaston, est-ce que tu veux commencer à donner ton avis, ton point de vue sur le film ? Alors moi je pense sincèrement, je crois que des 4 chroniqueurs présents ici, je suis celui qui a préféré Mon crime. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé déjà parce que j'aime beaucoup en fait son casting, j'aime beaucoup Nadia Tereskevitz que j'avais beaucoup apprécié dans Les Amandiers. J'avais remarqué Rebecca Marder dans Simone et j'avais encore trouvé une fois que son jeu était très intéressant. Vraiment, je parle du casting parce que c'est un film de casting, hein, c'est un film de troupe. J'ai vu une interview d'Ozon et justement de Nadia Tereskevitz, Rebecca Marder qui disait c'est un film de troupe, on a travaillé comme une troupe, on a répété comme on fait au théâtre et tout ça, donc c'est vraiment un film de troupe. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup d'acteurs qui sont abonnés au théâtre, hein. Il y a André Dussolier, il y a Fabrice Lucchini qui a fait beaucoup de théâtre. Donc c'est un film qui fonctionne beaucoup là-dessus.
Et par exemple, c'est un film qui a quand même réussi un exploit assez intéressant, c'est de me faire apprécier une performance de Danny Boone. Je suis d'accord. Et j'ai beaucoup aimé Danny Boone dans le film. J'ai beaucoup de sympathie pour lui après ce rôle. Et ce, alors que je suis Danny pas Boone, quoi. hyper fan de ce qu'il a fait ces dernières années, Danny Boone. Et là, il est drôle, il est vraiment très très drôle et je me dis finalement, mais Danny, arrête de réaliser des films, joue dans d'autres films, joue pour Ozon, moi ça me dérange pas du tout. Avec Danny. un accent marseillais, c'est pas mal. Mais oui, Mais l'accent marseillais, attends, mais moi au début je me suis dit, mais oulala, où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Et finalement, il le maîtrise vachement bien. Ça marche il a bien. travaillé avec des imitateurs, il a dit, c'est vrai que ça marche bien. avec Patrick Bosso, Alice Paul, donc qui a joué dans Red Dingue, donc là c'est bien. Ce qui est bien avec le fait de parler de Danny Boone, c'est que pour une fois, ce podcast qui a tendance à être un petit peu élitiste, hein, qui vous parle de films d'auteur tout le temps. de 4 heures. Ouais. Là, on vous parle un peu de vrai cinéma français, là, Red Dingue. Là. Et donc en dehors de ça, pour revenir sur Ozon, pour revenir sur le film, c'est un film très 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 drôle. Alors c'est difficile de parler du comique, mais on a un comique que moi j'aime beaucoup, un comique très français, un comique de dialogue. Vous n'êtes pas sur de la comédie américaine bien grasse avec des gags plus dans l'image et tout ça. Ça peut être un style, moi c'est pas le mien. Cette comédie française qui fait rire par des dialogues ciselés, par des dialogues enlevés. Encore une fois, le film est adapté d'une pièce de théâtre de boulevard et on le retrouve bien. Ça, il y a quelqu'un qui est assassiné, mais c'est pas elle qui l'a assassiné, mais elle se fait accuser du crime. Elle s'accuse elle-même du crime. C'est passionnant. Le film est vraiment intéressant au sens où vraiment il est beau esthétiquement, vous allez en prendre plein les yeux. Moi j'ai beaucoup aimé la reconstitution des années 30, vraiment j'ai vu encore une fois une interview d'Ozon, il a dit à son chef décorateur, je veux le Paris vu par Hollywood, en fait vu par l'Hollywood des années 30. Il a dit on n'a pas fait Emily in Paris, mais on n'a pas fait non plus le vrai Paris des années 30. Et donc on a ce film qui est constamment sur 2 lignes de crête, une ligne un peu fantaisiste, un peu justement amant dans le placard, même s'il n'y a pas d'amant dans le placard dans le film, et une ligne en plus complètement féministe, qui va effectivement parler des enjeux contemporains et qui sait parler de sujets graves en étant drôle et c'est passionnant. C'est vrai. Mathéo, est-ce que tu veux nous donner ton avis sur le crime, même si mon crime, même si je crois que tu as un peu pioncé pendant la séance. Ah oui, on va dire que j'étais pas très en forme pour voir le film, mais c'est un film que j'ai quand même apprécié. Il m'a fait rire sur plusieurs séquences. Sur les 10 minutes que tu as vues, du coup. Non, mais du coup j'ai quand même, je me suis rattrapé. J'ai lu beaucoup de critiques dessus pour pouvoir en parler de manière éclairée dessus. Donc Mathéo finalement va nous faire le recrachat de sens critique. Voilà, le sens critique. C'est un conglomérat d'avis. Oui, mais je fais une analyse personnelle du film, hein. Ça va, tranquille. Allez, on t'écoute. Vas-y. En fait, moi je trouve que c'est un film qui est intéressant sur là où il se place, en fait, parce que une comédie qui vient après toute une série de comédies françaises qui sont très très connues, on pense à toutes les grands films populaires de ces dernières années. Avec Michel Larocque, que Gaston adore, notamment, ils en parlent tout le temps, c'est un running gag en dehors du podcast. C'est Michel Larocque. Retraite 3, Portugal Unlimited, enfin voilà. Parce qu'en fait, cette reconstitution années 30, ça fait quand même un peu, on peut voir un peu le truc OSS 117, même si c'est pas la même période, mais il y a quand même un peu ce côté vieille France. Ce côté, oui, vieille France, où on récupère une période pour la tourner en dérision dans une comédie. Et c'est quand même vachement ambitieux de venir sur un terrain d'un monument de la comédie française comme ça. Et je trouve ça intéressant, et c'est important, je pense, de pouvoir partir, de faire des nouveaux films là-dessus. Ouais. Donc c'est un film que du coup je trouve déjà ambitieux et qui réussit pas trop mal, même si j'ai pas autant apprécié que toi, pour les raisons aussi que c'était compliqué de le voir. Mais c'est un film qui pour moi va sur un terrain intéressant, qui en plus parle de thématiques intéressantes. Et même, je trouve que c'est vraiment intéressant de partir sur une comédie pour parler de ça. Parce qu'en fait, c'est des thématiques qui sont quand même vachement traitées ces dernières années au cinéma, qui sont devenues des thématiques importantes et qu'il faut traiter, mais le traiter de manière humoristique, le traiter dans un cadre d'une comédie, ça
Ouais, c'est pas si mal. Ça allège le propos et ça en fait quelque chose qui est beaucoup plus facile à voir et plus grand public, plus. Le film est drôle sans blesser. C'est ça, fait, le film pas est drôle grand sans monde, blesser, sans être. C'est ça qui est intéressant, quoi. Nathan, ton point de vue sur Mon Crime. Ouais. Bah en fait, en vous écoutant parler, j'ai pu un peu ramener ensemble tout ce que j'avais dans ma tête, parce que contrairement à Mathéo, j'ai vu tout le film, j'ai pas dormi, mais en fait c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas que j'ai aimé non plus, ça m'a vraiment laissé très indifférent. Je pense que j'ai presque préféré, parce que je l'ai vu en avant-première, j'ai presque préféré la partie où Lucchini faisait le con au début du film, enfin avant le film, parce qu'en fait t'avais Lucchini qui était ouais, là, toi. et ouais. Ozon il savait pas où se mettre à côté du Lucchini, c'était très drôle, et c'est marrant de voir le Lucchini show, et du coup devant le film, ouais, c'est vrai que il y a tout ce que mes deux camarades ont dit, il y a cette légèreté pour traiter d'un thème qui est assez lourd. J'aime bien les scènes dans le tribunal, je les trouve plutôt cool. C'est un meilleur film de procès que Saint-Omer. Ouais, en fait, vu qu'il le traite de manière complètement différente, c'est sûr que ça rend le truc plus léger, drôle. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est pas mal. J'aime bien sa manière de. Moi personnellement, je trouve que c'est plutôt classique, mais ça marche bien. Ah ouais, ok. Oh, non, mais en vrai, c'est possible. Mais même, c'est une narration qui est assez classique. Ça emprunte beaucoup, comme Gaston disait, je crois, au théâtre de boulevard. C'est très théâtral. Et justement, c'est cette chose-là qui m'a laissé à côté. Pour le coup, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, que ce soit dans le scénario en lui-même, dans la construction des arcs narratifs. Et tous les personnages, mais autant aussi dans les dialogues sont très bien écrits, les personnages les interprètent bien, parce que aussi film de troupe, quand on regarde le casting, on se doutait qu'il allait avoir quelque chose derrière, et c'est justement ce qu'on est, c'est intéressant, mais ça m'a laissé assez à côté. Mais après, ça retire pas du tout qualité du film, et je crois pas avoir beaucoup d'autres choses à raconter. Ouais, Mathéo, tu veux rebondir ? Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Nathan, sur le fait que oui, c'est très théâtral, et je trouve que là où il est fort, justement, c'est qu'il fait des choses qui sont relativement classiques dans la comédie française, de s'inspirer du théâtre, et sauf qu'il réussit à le faire bien, en fait. Ah oui, vraiment. Il le fait assez bien pour que ce soit c'est pas maîtrisé. C'est ça, c'est maîtrisé. En fait, c'est un film qui est maîtrisé dans son approche qu'il fait de la comédie, etc. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un bon film. Exactement. Mais toi, Victor, quel est ton avis sur ce film ? Pour donner mon point de vue, mon avis un peu sur le film, je l'ai vu pareil en avant-première, mais malheureusement je n'ai pas eu la chance d'avoir Monsieur Lucchini et Monsieur Ozon avec moi. Il a les mêmes lunettes que moi, Fabrice. Vous n'avez pas vu les lunettes de Nathan, mais c'est les mêmes apparemment. Donc si vous voulez voir faire le portrait robot de Nathan, vous savez qu'il a les mêmes lunettes que Lucchini. Voilà, information importante. Et non, sinon, je débute le film en me disant oulala, où est-ce que je vais, parce que c'était assez déroutant et je m'attendais pas forcément à ça. Parce que il faut le dire, si vous n'avez pas vraiment de quoi parle le film, si vous n'avez pas vu de bande-annonce, si vous arrivez un peu comme moi sans trop savoir où vous allez, les dialogues c'est très spécial parce que le jeu est très particulier. C'est très écrit, c'est très écrit. C'est très années 30 aussi dans le dialogue. C'est pas du tout fait à la sauce contemporaine en fait. Et c'est intéressant et c'est bien. Mais pendant une petite demi-heure, je me suis dit est-ce que ça va me plaire ? Est-ce que le film va pas se perdre quelque part ? Et en fait non, je trouve que ça fonctionne bien. J'en sors à la fin en me disant c'était vachement cool. J'ai quand même quelques réticences. Vous parlez du plan, de la question visuelle. Il y a une esthétique Emily in Paris ou pas, enfin un mélange entre Hollywood, Emily in Paris et oui, on n'est pas du tout sur quelque chose de naturaliste. On filme pas vraiment Paris, on filme quasiment qu'en studio. Ouais, c'est très bon pour reprendre tes expressions. Voilà, il y a des plans où je suis pas forcément d'accord. J'ai pas trouvé ça forcément super beau visuellement. Il y avait notamment au début une scène qui se passe sur les toits de Paris. Mais c'est fait exprès. Et on voit clairement le fond vert derrière, qu'on sait que c'est un fond vert. Ouais, là je pense aussi. C'est fait exprès, c'est l'Hollywood des années 30. Ouais, c'est des hommages, c'est vraiment un hommage appuyé là à ces espèces de scènes d'amourette dans l'Hollywood classique des années 30-40. Mais... Là c'est un choix artistique. Complètement, mais dans Sous la pluie, t'as plein d'effets similaires, sauf que t'as cette patte en fait qui est aussi peut-être liée à la pellicule, je sais pas, au grain du fond vert des années 30, alors que là tu sais que c'est beaucoup plus récent et que tu sens le côté caméra numérique très, très appuyé. Après bon, on va pas s'étendre. On parlait d'OSS 117 aussi. Sur ce point-là, mais... On parlait d'OSS 117 aussi. Le premier OSS 117, je sais qu'il copie sincèrement les James Bond des années 60. Ouais, c'est un pastiche. C'est un pastiche, bien sûr. Mais en même temps, est-ce que Mon Crime n'est pas un pastiche de ces comédies-là aussi ? Et ce qui est intéressant, c'est que dans OSS 117, quand Hazanavicius filme la voiture en train d'avancer devant un paysage, il fait exprès que ça ait l'air du studio, que ce soit de la surimpression. Et en fait, là, on retrouve ça chez Ozon. C'est pas hyper appuyé, mais c'est des petits clins d'œil.
Et tu parlais de la langue tout à l'heure, c'est très très agréable d'entendre aussi Du une beau langue français. soignée. Ouais. Du beau français, moi j'aime beaucoup le cinéma d'Emmanuel Mouret, je l'ai déjà dit, alors c'est un style tout à fait différent, mais pour ça aussi, avec des dialogues toujours ciselés et tout ça, enfin, moi j'aime beaucoup la langue qu'on parle actuellement, mais c'est toujours intéressant aussi de se confronter un peu à cette langue, surtout que c'est des films qu'on voit en VO pour le coup, puisque c'est des films français. Et donc, du coup, on peut vraiment apprécier le travail sur la langue, la manière dont les dialogues ont été écrits. Donc, vraiment, moi, c'est quelque chose, c'est un coup de cœur, hein, de toute façon, Mon Crime. Donc, Ok, bah ouais, non, moi, pour revenir un peu pour finir sur mon propos sur le film, c'est pas forcément un gros coup de cœur, mais j'ai bien aimé, je le recommande quand même parce que c'est une proposition assez singulière de cinéma. Et le côté pastiche et le côté hommage aussi, effet années 30, c'est intéressant. On l'a pas dit, mais il y a pas mal de passages du film qui sont filmés en noir et blanc aussi. Et on a même une très belle scène qui en fait semble être une scène du film, et en fait qui avec une grue, la caméra recule et on se rend compte que c'est en fait le film dans le film. Enfin voilà, c'est très bien mis en scène. ouais, effectivement. Ça c'est pas mal. Et j'ai envie un peu de faire le rapprochement, je trouve, avec le cinéma de Demy. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il il y a quelque chose. Ouais, il y a un peu ce côté très fleuri, très coloré, pas mal de mouvements de caméra avec des panoramiques, des steadicam, exactement comme dans les tu vois, Demoiselles- et travail de la langue aussi chez Demy, c'est important. Demoiselle de Rochefort, il y a enfin, c'est très très écrit et c'est très beau. Et voilà, vous voyez, Demoiselle de Rochefort, on en parlera dans une autre émission. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ah, complètement. Mais non, j'ai vu ce rapprochement avec Demy quand j'ai vu Mon Crime, et je m'attendais pas à ça, parce que je pense que Monsieur Ozon, il fait des films qui sont assez très très différents, hein, ouais, très très différents. Et je crois que j'ai quasiment rien vu à part été 85 du cinéaste. Normalement, c'est adoré. C'est assez lourd ce qu'il fait habituellement. Genre Ouais. Le Temps qui reste ou Jeune et Jolie, c'est assez lourd le cinéma d'Ozon. Moi, ça m'a étonné de le voir dans une comédie comme moi aussi, ça, c'est pour ça, alors au que début, Ozon, j'avais j'ai pas vraiment du tout peur, l'habitude. je Ouais, comprends. c'est ça. Moi, j'y suis un peu allé à reculons, mais je savais pas trop. Ouais. Moi, j'y suis allé à reculons. La bande-annonce, elle donne tellement pas envie. Bah, je l'ai pas vu. La regardez pas, vous savez quoi, la regardez pas et allez voir le film comme ça. En vrai, ouais. Ou Voilà. là, regardez-la, soyez déçus parce que vous dites que ça a l'air d'être pas cool, et soyez étonnés parce que le film est cool. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Franchement, le film est bien. Allez voir un bon film avec Danny Boone, putain, s'il vous plaît. Par contre, ça, c'est un vrai argument. Ça, c'est vrai. Non, et Parce puis qu'il a fait c'est deux bons divertissant. C'est souvent, on vous recommande des films qui sont très très beaux, mais qui sont pas forcément accessibles à ce moment-là. C'est un des films plus accessibles dont on parle dans l'émission. C'est vrai, hein. clairement. Ouais, Et en plus, je pense. souvent, on recommande des films, mais qui demandent des fois aussi un effort intellectuel assez important. Ou si vous avez envie de laisser votre cerveau de côté et de aller vous voir au ciné, vous poser pour vous détendre, vous pouvez le faire en allant voir Mon Crime. Dites-vous que j'ai pu en parler alors que j'ai dormi pendant les 2 tiers de la Voilà, et là séance. tu bailles ouvertement devant le micro, Mathéo. C'est bon, donc, tu fais chier, Mathéo, on accélère et on finit. c'est ça. Non, voilà, dans tous les cas, on accélère un temps puisqu'on passe au dernier film. Que Mathéo et moi n'avons pas vu, que vous n'avez malheureusement. pas vu, mais qu'on a vu cet après-midi au moment où on enregistre avec Gaston. À vous de nous donner envie de le voir aussi. C'est ça. Ben voilà, dernier film, Women Talking. C'est parti, extrait de mon annonce. We have been preyed upon like animals. Maybe we should respond like animals. How would you feel if in your entire life it never mattered what you thought? When we've liberated ourselves, we will have to ask ourselves who we are. Et je vais donc vous faire le synopsis de Woman Talking de Sarah Polley avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDormand et Ben Whishaw. Donc dans une communauté ménonite aux États-Unis en 2010, mais une communauté qui semble figée au 19e siècle, des femmes ont subi une série d'agressions sexuelles de la part des hommes de la communauté, et elles décident donc de se réunir ensemble alors que les hommes sont partis à la ville pour payer la caution de ceux qui ont été accusés, pour choisir ce qu'elles vont faire, ne rien faire, rester et se battre, ou partir et fonder une communauté sécurisée, non violente et qui respecterait les fondements de leur foi tout en respectant leurs droits de femmes. Voilà, donc petit synopsis de Women Talking. C'est un film qui porte très bien son nom parce que c'est vraiment un film de discussion. C'est un film où on parle c'est un huis clos beaucoup. du coup. C'est pas vraiment un huis Pas clos, vraiment un huis mais clos. c'est la
plupart des scènes se passent dans une grange dans lesquelles les femmes se réunissent en cercle et débattent, discutent, un peu comme nous, les pour et les contre, exactement, c'est ça. Ils font les pour et les contre de manière plus grave évidemment, mais de manière plus grave. Mais on rit aussi devant le film, et où elles discutent pour savoir si elles vont faire un choix ou l'autre. Et c'est tout l'enjeu du film aussi, savoir si cette violence que leur mari, que les hommes leur ont infligée par le viol, si cette violence, elles vont la reproduire, ou si elles ne la reproduiront pas, si elles choisiront un autre chemin, ou si elles choisiront le même chemin pour se venger. Et très intéressant aussi en tant qu'homme de voir le film et de recevoir ce point de vue féminin, ces questionnements qu'il faut prendre en compte, qui sont très touchants, qui sont important dans la construction aussi de la masculinité. On a un personnage, on a quasiment un seul personnage masculin, on a quelques hommes, un homme ou deux qu'on voit très peu mais qui n'ont pas un vrai rôle dramatique et dramaturgique. Et là on a un homme qui est intéressant, qui pleure aussi à l'écran, chose rare en fait au cinéma et qui est important de mettre en scène en fait aussi, de montrer l'ambivalence, les comportements, les différences d'éducation en fait, parce que le film va prouver que la masculinité, que les comportements néfastes des hommes et violents sont liés à l'éducation en fait. Mais Gaston, tu veux rebondir ? L'époux d'une des femmes est identifié quand même par son prénom, il s'appelle Klaas, et c'est un personnage qui est montré comme un époux violent. On le voit très peu dans le film, on voit sa silhouette, mais il a un vrai rôle dans la trame, puisqu'il est un peu l'individuation de cette masse d'hommes violents. Et effectivement, en contrepoint, on a ce personnage joué par Ben Whishaw, donc Auguste, l'instituteur de la communauté, qui l'a quitté pour y revenir parce qu'il était amoureux d'une des protagonistes du film. Et effectivement, un homme doux, un homme qui va s'associer à leur souffrance et qui va les aider à l'exprimer, puisqu'il est le seul à être alphabétisé, puisque les femmes ils sont issus d'une communauté ménonite. Donc pour un peu de contexte, pour simplifier, une communauté ménonite, c'est un peu comme les communautés amish, c'est-à-dire ces communautés qui vivent selon les principes du 19e siècle, avec très peu de technologie, de manière très très simple, une vie un peu dans les champs et tout ça. Mais évidemment, c'est des communautés qui ont un mode de vie qui peut être intéressant, mais qui du coup sont souvent très fermées, très religieuses, et qui du coup sont propices aux abus. Et c'est en ça que le film est intéressant aussi, parce que il nous montre ces personnages pas comme certains reportages sensationnalistes justement qui nous montreraient des gens un peu arriérés et tout ça. Là, il nous montre des gens qui arrivent à réfléchir et qui sont touchants dans leurs valeurs et dans leur foi et tout ça. D'ailleurs, c'est pas ça qu'ils remettent en question. Ce qu'ils remettent en question, c'est la souffrance que leur infligent les hommes. Ouais. Et donc alors c'est un peu dommage effectivement que Bleu ait pas pu voir le film, parce que là c'est un peu men talking. C'est vrai. Mais je voulais faire la blague depuis le début. Je suis désolé. Mais c'est vrai aussi. Moi, c'est vrai. C'est ce que j'étais en train de me dire quand vous parliez. Je me suis dit attends. Mais après, est-ce que j'ai pas mal de choses à dire sur le film. C'est un film qui m'a beaucoup plu, alors que c'est pas forcément quelque chose que je serais allé voir. C'est encore la ligne édito incroyable de Victor qu'il faut remercier, parce que vraiment, sans sarcasme aucun, il sait vraiment repérer des petites sorties, des petites perles qui peuvent passer sous le radar. Et vraiment un film émouvant, un film touchant, un film qui traite vraiment intelligemment de ces problématiques là, puisque il nous les montre dans un contexte avec des personnes qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément tout le vocabulaire. C'est sûr qu'elles n'ont pas lu Judith Butler, ces femmes-là, mais elles ont lu la Bible. Mais par contre, elles n'ont pas lu la Bible, elles savent pas lire. Oui. On l'aura lu. Elles l'ont entendu, quoi. Mais en tout cas, par des mots, c'est adapté d'un roman que j'aurais bien aimé lire. Hein, du coup, finalement, j'ai pas le temps, je le lirai pas, mais j'aurais bien aimé le lire. Là, c'est vrai. Mais un film où vraiment les mots sont simples, et les mots sont simples, sont posés sur la souffrance, et c'est assez magnifique. Il y a un côté très utopiste, hein, cette espèce d'utopie de ces femmes qui vont recréer une communauté de ménonites. On voit bien qu'elles vont pas changer de mode de vie. Elles vont rester dans leur foi, elles vont rester dans leur choix de vie, même si c'est pas forcément un choix de vie. Elles sont nées dans la communauté, mais elles veulent pas l'abandonner, ce choix de vie. Mais elles vont recréer la même chose en fait, mais empreinte de féminisme, et empreinte d'un certain respect pour les autres finalement. C'est un film qui est très religieux finalement, paradoxalement, même si la religion est
est un peu en arrière-plan parce qu'elle parle pas directement de religion. Mais du coup... parce que l'enjeu aussi, c'est de dire est-ce que elles vont demander le pardon, et si elles demandent pas le pardon aux hommes qui les ont agressés, elles n'auront pas accès au royaume divin. Donc c'est un enjeu quand même important, parce que... Elles se posent la question, effectivement, si elles auront accès au royaume divin. C'est ça, ouais. C'est quand même important. Et en fait, du coup, le message... d'ailleurs, le film ne condamne jamais la religion, il condamne uniquement les actes des personnages. Complètement. Les actes violents. Et ça, c'est très intéressant, parce que justement, on est sur un film subtil. On est sur un film très subtil dans toutes ses dénonciations. C'est un film qui donne envie de croire à l'utopie. C'est un film qui donne envie de croire qu'un autre monde est possible. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup ému, par tous ces personnages, très très belles interprétations aussi, hein, Rooney Mara ouais. exceptionnel, Claire Foy exceptionnelle également, même Jessie Buckley, des actrices que je connaissais moins, que je trouve très justes. La femme battue, je crois que c'est justement Jessie Buckley qui est extraordinaire dans ce rôle-là, je trouve. Ben Whishaw, qui est effectivement le contrepoids masculin du film, est très très bon, très très émouvant, et très juste, ouais, très juste. Et donc du coup, c'est un film d'acteur aussi, hein, évidemment, puisque c'est un film où ça parle beaucoup, évidemment, donc c'est un film d'acteur. Et là, vous n'allez pas être déçus, parce qu'effectivement, on a des acteurs qui sont tous justes, hein, ouais. Donc il y a personne qui est en deçà, et du coup, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et c'est un film en plus qui est très audacieux, et qui parle d'un truc en fait qu'on n'aurait pas forcément, dont on n'aurait pas forcément l'idée, quoi. C'est-à-dire le féminisme dans une communauté ménonite, c'est sûr que ça paraît pas tout de suite évident, quoi. Non, effectivement, c'est aussi un film qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est un film que j'attendais pas forcément, comme à chaque fois, j'aime bien aller voir des films sans trop savoir ce que je vais voir. Je découvre, et donc je suis surpris. Et là, c'est un peu le cas. Je savais pas vraiment ce que j'allais découvrir, et ça m'a bien plu. J'ai aussi envie de faire une petite note pour dire que la musique était vraiment bonne, le travail sonore est très très bon, parce que c'est un film qui parle beaucoup. Et là, le travail de langue, le travail de parole, le travail son est très très fort. Donc moi j'aime beaucoup écouter cette poésie de la langue, des citations aussi même du personnage masculin qui était à l'université, qui a appris, qui a des connaissances, qui les donne, qui les transmet à ces femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à l'éducation. C'est comme tu le disais, un film qui conduit vers une utopie que les personnages convoitent, rêvent d'atteindre. Et dans cette utopie-là, ce serait une utopie de tous les combats féministes, en fait, d'un monde égalitaire, d'un monde dans lequel les femmes vont de manière égale dans l'enseignement supérieur, d'un monde dans lequel les femmes sont entendues, sont acceptées, sont mises sur un pied d'égalité, ne sont pas dénigrées, ne sont pas oubliées face aux violences que leurs maris peuvent leur faire subir. Et non, c'est un très beau film, c'est un film touchant, c'est un film surprenant, c'est un film intéressant, hein, c'est une proposition très, très intéressante, donc allez le découvrir pour cet aspect-là, cet aspect surprenant et intriguant du film. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour la sélection du jour, de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. On enchaîne un peu les enregistrements de films à l'affiche, de films d'actualité en ce moment, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à en dire, donc c'est pour ça aussi qu'on le fait. Mais sinon voilà, j'espère que les films, enfin en tout cas que nos interventions sur les films vous auront donné envie d'aller les voir. The Whale, bien sûr, énorme film. Après voilà, Mon Crime et Women Talking sont des films à voir également. Nathan, peut-être un mot sur l'enregistrement, les films. Ouais, bien sûr. Je suis déjà content d'avoir parlé de The Whale, parce que je pense qu'il sera complètement dans mon top de l'année. Ouais. Bref, j'adore. Vous m'avez fait revoir un peu mon avis sur Mon Crime, du coup je trouve ça plutôt mal, mais vous m'avez donné aussi envie d'aller voir Women Talking, donc je pense que c'est parfait. Ouais, carrément. Mathéo, est-ce que tu as envie aussi d'aller voir Women Talking ? Est-ce que ça te parle ? Ah oui, moi ça me parle, j'aimerais bien aller le voir pour pouvoir me faire mon avis dessus, carrément. Et aussi de revoir Mon Crime, accessoirement, pour pouvoir le voir. Et de voir ce que t'as pas vu du coup. Oui, voir ce que j'ai pas vu, oui. Tellement de choses à découvrir encore. J'ai tellement de choses à découvrir, incroyable. Gaston, cette émission. Moi, très heureux d'avoir pu parler de 3 films en fait qui m'ont plu et qui m'ont même beaucoup plu. Alors, c'est vrai que c'est un peu une blague dans l'émission, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas aimé un film. Il y a une boucle sans fin. Gaston aime tous les dur, films. c'est compliqué là. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas aimé un film. Mais là, ceux de cette semaine, je les ai plus aimés que ceux de la semaine dernière.
Et donc du coup, Ça fait longtemps que tu n'as pas aimé un film. Ouais, ce que je comprenais pas. Chips personnel, Théo. certes, donc très très content d'avoir pu parler de ces films-là. Et puis un petit salut à nos Strasbourgeois. Allez au cinéma Star Saint-Exupéry, qui m'a l'air d'être le cinéma d'art et essai de votre ville, voir Woman Talking et puis tous les films dont on a parlé, voilà. Faites un peu d'argent aux petites salles, hein. UGC et Pathé, ils ont pas besoin de vous. Par contre, les petites salles, si, donc C'est vrai. allez-y. C'est un très beau message. C'est vrai. Les cinémas indépendants, on vous soutient. Et puis allez voir les films de la semaine. Et puis allez voir aussi les films de la semaine dernière. Et puis les films de la semaine prochaine. Et puis Des aussi- films tout court, allez au c'est bien. cinéma, c'est sympa. Au cinéma, Non, voilà, on va conclure cette émission. On vous dit à la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu, tout ce qu'on a dit sur les films du jour. Et puis suivez-nous sur Instagram, comme à chaque fois, on vous le dit, avc.podcast. On sait que vous êtes quelques-uns à nous découvrir depuis les plateformes aussi. Donc venez nous suivre sur les réseaux, ça nous fait plaisir. Et sinon, voilà, on vous dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.